Vous écoutez Les cycles de Diurne, tome 1, L'elfe et le spadassin. Lu et écrit par Jérémy Domingos. Chapitre 1. L'âge tendre. Mes premiers souvenirs remontent à mon enfance et se présentent sous la forme de couleurs vives, auxquelles des émotions s'associent. Ils sont aussi flous que la brume du matin. Certains événements demeurent toutefois gravés dans mon âme et reviennent frapper mon esprit d'homme fait. J'ai le souvenir d'un pays montagneux et inhospitalier, des grèves de sable blanc où le vent froid s'invitait sans douceur à l'intérieur de mes vêtements. J'étais l'enfant que le silence et la solitude n'effrayaient guère. On m'avait tantôt raconté que j'étais éonien, raurisque, puis oldien. J'étais trop jeune et bien trop sauvage pour comprendre ce que signifiait une invasion ou la différence entre un royaume et un empire. Gwyn m'avait élevé durant l'aube de ma vie. De cette femme, je ne conserve qu'une impression, un souffle imperceptible, qui se serait perdu dans la tempête. Ma première rencontre avec la mort annonça les tout premiers bouleversements de mon âge tendre. Ce jour-là, une ombre régnait sur la jetée et des bourrasques humides collaient mes cheveux sombres sur mon visage. Armé d'un petit canifusé, je récoltais les coquillages sur les rochers. Je passais mes journées dans cet univers à mi-chemin entre vie et mort, car notre subsistance dépendait de cela. Pour moi, le rivage était un endroit mystérieux, imprévisible même. Chaque jour, la marée apportait avec elle vie et mort, à égale mesure. En dépit des vents puissants, une odeur imprégnait l'air ce jour-là. Elle surpassait de loin les effluves iodés de l'océan. Les cris aigus des volatiles affamés glissaient dans l'abysse tempétueuse. Un immortel était mort. La créature, davantage serpent que dragon, gisait échouée sur la plage. Et il n'était pas rare de les voir depuis la côte, mais ils ne s'approchaient jamais ainsi des bancs de sable. Les dragons de mer sont les dernières créatures éternelles de Diurne. Une telle vue était bien plus qu'exceptionnelle. C'était comme lever les yeux au ciel, juste à temps pour observer une étoile mourir. Ses dents étaient bien plus grandes que moi, et ses écailles miroitaient la lumière du soleil comme d'innombrables lames d'argent. La vaste créature avait reposé sa tête sur les rochers, et le reste de son corps était plongé dans l'abîme. En contournant le serpent de légende, un nouveau spectacle s'offrit à moi. Celui de la mort. Son crâne pointait depuis une balafre qui parcourait presque la longueur totale de son imposante tête. La vérité s'offrit à moi. Blanche, dépouillée de toute chair par les charognards. Les rideaux rouges vifs semblaient m'inviter à les écarter afin d'observer plus distinctement. La chair devenait soudain un mensonge, cachant la vérité la plus simple. L'éternité n'existait plus que sous cette forme maculée. Ce souvenir reste vivace dans mon esprit, et il me suffit, même encore aujourd'hui, de fermer les yeux pour contempler de nouveau le monstre marin. Je restai toute la journée à observer l'imposante carcasse, si bien que ses effluves imprégnèrent mes vêtements ainsi que mes cheveux. L'endroit de ma naissance se trouvait loin de la guerre et du tumulte des grandes cités. J'étais trop jeune au moment de la mort de ma véritable mère pour ne retenir quoi que ce soit à son sujet. J'avais toujours porté une amulette en or autour du cou, et d'après Gwyn, cela lui avait appartenu, et elle me l'avait légué à son trépas. Un soleil doré, orné d'un visage humain et traversé par une épée. J'avais pris l'habitude de toucher le pendentif sous ma tunique. Un matin, des étendards portant le soleil sur fond rouge flottèrent devant notre maison, et des hommes caparaçonnés d'armures dorées vinrent frapper à notre porte. Gwyn m'ordonna de me cacher à la lisière de la forêt, et elle fut emmenée par les soldats, devant mes yeux. J'ai le souvenir d'être retourné sur la plage afin d'observer le dragon une dernière fois. À mon arrivée sur les lieux, la dépouille avait mystérieusement disparu, sans laisser la moindre trace. À mon retour, les bras chargés de coquillages, Gwyn m'attendait devant la maison.
Son visage était blême et son expression impossible à déchiffrer. Elle me fit signe d'approcher et j'obtempérai. Elle n'avait disparu qu'une journée, mais le temps m'avait paru si long. Au moment où je fus à portée de bras, Gwyn me saisit le poignet et s'écria « Je l'ai, il est à vous !» Les soldats sortirent en trompe de la petite maison et je fus jeté sans façon à l'intérieur d'une voiture. Je fis pour la première fois connaissance avec un sentiment qui ne me quitta plus jamais après cela. La colère. Je mordis furieusement les sièges en cuir, tel un animal piégé, accompagnant mes assauts du hurlement sauvage. Dissimulé derrière des paires rideaux de haine, c'était la tristesse et un profond sentiment d'abandon qui m'arracha le cœur. Je n'ai jamais eu d'amour pour un lieu, probablement car on ne m'y a jamais autorisé. Aussi était-ce Gwyn et une vie de simplicité que je ne voulais pas quitter. Je savais que là où ces hommes m'emmèneraient, mon enfance prendrait fin. Gwyn resta plantée dans l'entrée, des pièces d'or se faufilant entre ses doigts et tombant au compte-gouttes sur la terre battue. Pleurait-elle? Souriait-elle? Toute cette époque est confuse à mon esprit, et la trahison obscurcissait mes pensées. Du très long périple vers l'Oldarion, je ne conserve qu'un sentiment tortueux de mélancolie, à laquelle se mêlait un puissant inconfort. Cela et la couleur blanche des étendues neigeuses. Je sais aujourd'hui que la distance parcourue fut grande, au moins 2000 le cas. Les lunes s'écoulèrent en compagnie de ces hommes en armure dorée, et rien ne semble se détacher dans l'immense brouillard que constituent mes souvenirs de ce voyage. Un jour, la porte de la voiture s'ouvrit, et je me réveillai en sursaut. Un homme observa attentivement mon visage et je lui rendis son regard. Son expression autoritaire n'était en rien adoucie par la sécheresse de ses traits. Des parures faites d'une fabrique rougeoyante traversaient son armure dorée. Mes yeux ne parvinrent pas à se décrocher des magnifiques liserés d'or ornant ses spalières ainsi que ses gantelets. Il ne régnait nulle douceur dans ses mouvements, juste une simplicité martiale, exacerbée par l'âge avancé du belligérant. « Et l'autre ?» dit-il sèchement à l'adresse des cavaliers. L'un des hommes mit pied à terre et s'avança de 2 pas avant de ployer genoux, tandis que j'observais la scène, l'esprit hébété. « Il n'était pas là, monseigneur les gars. » Une expression de profonde irritation passa furtivement sur son visage, et d'un geste vif de la main, semblable à celui employé pour chasser un insecte gênant, il congédia une grande part des cavaliers présents. Après quoi, il prit place à l'intérieur de la voiture. Bien que lourdement caparaçonné dans son étincelante armure, il se déplaça avec une aisance et une grâce qui me parut même à mon jeune âge surprenante. L'instant suivant fut long et éprouvant pour mon cœur d'enfant. Pour une raison que j'ignorais, l'homme était resté planté devant moi à m'observer avec dédain sous sa chevelure grisonnante. Je n'avais encore jamais vu une telle expression sur qui que ce soit, et encore moins à mon égard. « Est-ce toi qui as détruit la sellerie ?» demanda-t-il sèchement. Il avait brisé le silence d'une manière si abrupte que j'avais sursauté, et c'est d'une voix hésitante que j'ai répondu. « Oui ?» Une vive taloche traversa la voiture pour s'abattre sur ma joue, me projetant contre la porte. « Bien, tu m'as dit la vérité. » Il frotta le cuir de son gantelet, comme pour y enlever une crasse. « Car sache-le, j'abhorre le mensonge et je t'aurais frappé plus fort, petit bâtard. » La main sur la joue, le regard pointé vers le plancher de la voiture, j'expérimentais pour la première fois le goût de mon propre sang. Je songeais aux mots qu'il avait employés afin de s'adresser à moi. La peur n'avait jusque-là jamais fait partie de ma vie. En cet instant, elle se faufilait dans mon esprit, en écho au goût féreux sur ma langue. « Je suis Klaus Irgalor, légat de Velen et malheureusement, ton grand-père. » Les mots semblèrent lui coûter alors qu'ils passèrent la barrière de ses dents. « Comment te nommes-tu, bâtard ?» reprit-il, en plongeant ses yeux dorés dans les miens. « Maverick, monsieur. »« Maître ou légat,
lorsque tu t'adresses à moi, me coupa-t-il. Maître, bafouillai-je, terrifié. Il resta muet à m'observer attentivement, passant en revue chacun de mes traits, ainsi que ma tenue. tu seras Maeve à partir de maintenant. Maverick est un nom beaucoup trop long pour quelqu'un d'aussi petit. J'ai hoché vivement la tête, en signe d'approbation, tout en réfrénant les larmes montant à mes yeux. Tandis que son regard me parcourait en détail, une grimace lui déforma le visage. De brefs coups d'œil par les fenêtres me permirent de constater que nous avions pénétré une ville. Cependant, je ne pus guère profiter de la vue qui s'offrit à moi, car la peur que m'inspirait le légat était bien trop grande, et le quitter des yeux bien trop risqué. Tu es le fils illégitime de ma première fille, ce qui fait de toi un bâtard. N'importe qui t'aurait laissé mourir dans les contrées sauvages, comme un animal, mais pas moi. Quelqu'un d'avisé ne laisse pas son propre sang se disperser ainsi. Issar m'en soit témoin. Voilà ma seule offre. Il fit une pause pour observer ma posture et reprit. Tu recevras à Velengard l'éducation appropriée, mais n'oublie jamais, tu n'es qu'un bâtard. Tu n'auras jamais aucun titre et quand je serai gratifié d'un digne héritier mâle, tu seras mis à son service, pour le reste de ton existence. J'hochai de nouveau la tête, comme un pantin, plus pour conduire cette conversation vers sa fin la plus brève que par pure approbation. Une odeur de pain fraîchement sorti du four inonda notre cortège, et la salive me monta à la bouche. J'étais épuisé et affamé. Je voulais me placer dans un bon lit et ne plus en sortir. Klaus se pencha en avant et me tendit le pommeau de son épée. Touche-la, elle est en argent blanc. Je posai ma main sur l'argent et une sorte de palpitation passa dans tout mon bras. Un sentiment de rejet profond s'insinua dans mon esprit, mais il ne s'agissait pas du mien, ni même de celui de Klaus. Aussi curieux que cela ait pu me paraître à ce moment, j'étais convaincu que c'était l'épée qui me détestait profondément. Un sourire narquois passa furtivement sur le visage du légat. Tu vas faire un serment d'argent, une promesse inviolable. Il prit une légère respiration et me dicta mes vœux. La voix monocorde et dénuée du plus petit sentiment. Après quoi, il me fit signe de répéter. Moi, Maverick, jure sur cette épée de lier ma vie à celle de la maison Irgalor, dans la servitude la plus aveugle, le dévouement désintéressé, et ce, jusqu'à mon dernier souffle. Je ne serai jamais père et ne posséderai jamais de terre. Puisse son argent me percer le cœur si par mes mots ou mes actes, je venais à mettre en péril ce serment. Répétai-je d'une voix tremblante. C'était un acte véritablement inconsidéré. Je venais de faire une promesse inviolable. J'étais désormais l'esclave de cet homme jusqu'à ma mort. Quand enfin nous arrivâmes à l'entrée d'une grande forteresse, le légat conclut notre seule vraie interaction par ce qui ne pouvait être qu'une mise en garde. Ceci est Velengard. Ce sera ta maison pour les années à venir, mais ne prends pas tes aises, car tu seras mené à la quitter, tôt ou tard, dit-il, avant d'ouvrir la voiture et de partir à pas rapide. Je posai à mon tour les pieds dans la grande cour et fus frappé d'une immense fatigue. Si j'avais été roué de coups par un cheval, cela ne m'aurait guère semblé différent. Mon grand-père avait mis un point d'honneur à instaurer notre relation pour les années à venir. En cela, nulle ambiguïté. J'étais comme un pêcheur que la mer avait enlevé, tourmenté, puis recraché sur une plage inconnue. Dès mon arrivée, les domestiques me prirent d'assaut afin de m'arracher mes vêtements et me jeter dans un bain aux effluves de lavande entêtant. Ils n'étaient pas brutaux, mais ils ne faisaient preuve d'aucune délicatesse à mon égard. Le repas, bien que copieux et d'un raffinement divin, ne me resta pas en mémoire. Puis vint finalement le moment de ma première nuit, sous les couvertures chaudes, couché sous une matrice bourrée de plumes, l'oreille plongée dans un coussin moelleux, je songeais. Dans l'âtre de la petite pièce qu'on m'avait attribuée comme appartement, brûlait un bon feu. Cette débauche de luxure parvenait à me faire oublier le froid de la morte saison, mais elle n'était en soi pas suffisante pour atténuer la tristesse. Le sommeil me gagna après quelque temps, mais il fut de courte durée. Un servant me réveilla à l'aube en me jetant une livrée sur le visage. Le vêtement était de couleur rouge sang, probablement obtenu à l'aide de pourpre, et un écusson représentant un soleil traversé d'un fleuve
avait été brodé sur le torse. Le légat vous somme de rejoindre le scribe, dans la tour ouest. Le servant avait délivré le message avec si peu d'émotion que j'en fus surpris. D'un pas rapide, il me guida à l'intérieur du fort. Tandis que nous montâmes des degrés interminables, j'observai par la fenêtre, et une tour dorée fendait l'horizon. L'édifice était gigantesque et semblait extrêmement distant. Je me remis en marche et atteins rapidement une vaste porte en fer. Je toquai et attendis quelques instants la réponse. « Oui, entrez !» s'écria une voix chevrotante. Je poussai la lourde porte et pénétrai les lieux. Devant moi se tenait un vieil homme, debout derrière son bureau. Il sondait mon visage de son regard perçant. Il me fit signe d'approcher, tandis que son autre main reposait sur sa longue barbe. « Sais-tu pourquoi les servants t'ont fait quérir ?» Je secouai la tête. « Je suis Dal, le scribe de Velengard, et le légat m'a nommé responsable de ton apprentissage. » Il marqua une pause pour se laisser le temps de réfléchir. « Commençons par le commencement. » Il se racla la gorge et reprit. « Tu es un bâtard, jeune homme. Cela signifie que tu n'as pas les obligations d'un noble bien né, et tu n'es pas intégré à la chaîne de succession. » Il ouvrit une petite fiole contenant un liquide bleuté et le positionna juste sous son nez, avant de prendre une longue respiration. Il remit le petit bouchon en place et reposa l'objet là où il l'avait pris. Il ouvrit la bouche afin de poursuivre, mais quelque chose le gêna, et il ajusta la position de la petite fiole sur son bureau. Cela fait, un petit sourire de satisfaction passa furtivement sur son visage, et il reprit. « Gwyn n'était pas ta mère, mais sa domestique. Cette ribaude était bien connue des gardes, et je la soupçonne d'avoir atteint la vertu de Dame Yona, » ronchonna-t-il dans sa barbe blanche. Il saisit de ses mains squelettiques un coffret et se remit à marmonner tout en le farfouillant. « Oui, ta mère s'appelait Yona, et je l'ai bien connue. J'étais son précepteur, tout comme je vais être le tien. C'est son pendentif que tu portes sur ton cou, et il est le symbole de notre prophète. Montre-t'en digne !» Il me jeta au visage un parchemin, et d'une grimace me signifia de l'ouvrir afin d'en observer le contenu. Comme il fallait s'y attendre, je ne compris rien au symbole, mais je fus capable d'en reconnaître la finesse, en dépit de mon analphabétisme. « Ceci est une retranscription des légendes d'Issar, notre prophète bien-aimé. Ta mère maîtrisait parfaitement l'alphabet gallique à l'âge de 7 ans. Je ne te laisserai pas davantage de temps. » Je hochai lentement la tête, mais le vieil homme avait déjà détourné le regard. L'abondance d'informations et le manque de délicatesse avec lequel j'avais été traité depuis que j'avais quitté les terres sauvages me laissaient en état de sidération. Les jours suivants, chacun de mes pas allait suivre un tracé bien défini. Le but était de faire de moi l'ersatz d'un héritier. D'après Dal, je devais être capable d'aider l'enfant légitime de la famille Irgalor lorsqu'Ira leur en accorderait un. Ma mère avait revêtu l'armure dorée, car il était de coutume en Oldarion d'offrir les enfants bénis d'Arda à l'ordre des paladins. Mes deux tantes résidaient à Magna. L'une d'elles était l'épouse d'un noble de la capitale, et, d'après le scribe, elle allait enfanter sous peu. L'alphabet gallique n'était pas le centre de mon apprentissage. Des heures durant, il tentait de faire entrer l'arithmétique ainsi que l'histoire de Durne dans mon esprit d'enfant. J'appris à être arrivé dans le Vélène en 829, et que ma naissance se situait en 825 du troisième âge. J'appris également la théologie à l'aide d'exercices simples. Dal avait un petit sac en cuir rempli de 8 pierres précieuses. Il me donnait les gemmes, une à une, et il me fallait les placer sur un morceau de papier sur lequel se trouvait le symbole du divin. Arda était le divin du soleil, et il exigeait la pyrite. Issar, son prophète, exigeait l'or. Ira, divin de la guérison, maîtresse des eaux, exigeait la topaze. Éclipse, mère de la nuit et gardienne des secrets, exigeait la noirceur de l'onyx. Tyrn, seigneur des bêtes et des arbres, exigeait l'aolite blanche. Fayem, le faiseur de guerre, exigeait une sardonyx orange. Arob, maîtresse du poison et de la politique, exigeait l'améthyste. Arrivé au 8e, il fit une grimace. Le dernier était le plus méprisable de tout le Panthéon. Il répandait maladie sur notre monde. Grim,
le porteur de pestilence. Sa pierre était la malachite. Celui-là, tu n'as pas besoin de le retenir. Le vieil homme n'était pas toujours agréable, mais ses connaissances du monde m'avaient poussé à l'écouter et à le questionner sans modération. Selon lui, les dragons ne sont et n'ont toujours été que des animaux. Les quelques écrits traitant d'un ancien royaume draconique n'étaient qu'affabulations pour le vieillard. Et pourquoi pas un royaume d'insectes? Pouffa-t-il, à sa manière bien à lui, avant de reprendre. Des dragons qui parlent. Et il ne faut jamais croire ce que ces pauvres gens du Sud pensent avoir vu. Ces bougres manquent continuellement d'eau, et lorsqu'on est déshydraté, on pense voir des choses qui ne sont pas là. Concentre-toi sur ce qui existe bel et bien. Les Altes. Tout Oldien, même celui à l'origine aussi douteuse que la tienne, doit être prêt à tuer ces immondes créatures. Il avait affreusement postillonné en prononçant cette dernière phrase. Une ferveur religieuse se déversait en lui à l'occasion de ses monologues sur les Altes. Les Oldiens vouaient une haine sans limite aux elfes et j'aimais les légendes sur le prophète. Isar était le premier héralde parmi les hommes, celui d'Arda pour être précis. Dans le passé, l'humanité était esclave des elfes et c'est lui qui nous mena à l'affranchissement en se servant des pouvoirs que lui avait conférés son divin. Un héralde était quelqu'un à qui un divin transférait une part plus grande de pouvoir. Ici, en Oldarion, les deux principales religions étaient celles d'Isar et Ira, mais d'après le vieux scribe, même les fidèles au divin de la fertilité vouaient un culte au sauveur. Mon éducation prenait le plus clair de mon temps et ne me laissait que de rares instants d'oisiveté. Durant mes heures libres, je n'avais guère d'occupation. Aussi, je me rappelle de ces longs moments de contemplation devant les bestioles au sein de la grande cour. Tandis que j'observais un bataillon de fourmis acheminant les restes d'un papillon vers leur tanière, quelqu'un s'adressa à moi. « Comment de si petites créatures peuvent-elles t'inspirer si grand intérêt ?» Je sursautai, puis me retournai. Une jeune fille se tenait debout, penchée au-dessus de moi. Ses longs cheveux blonds flottaient dans les airs et une légère brise les faisait danser comme le blé durant la moisson. « Viens plutôt avec moi, je vais te montrer de plus grosses bêtes. » À ces mots, elle me saisit par le bras et me tira avec l'entêtement propre aux enfants. « Je suis Bretta Olsen. Et toi ?» lança-t-elle à mon adresse. « Maeve, juste Maeve, » répondis-je, maladroitement. Elle hocha la tête, un air satisfait sur le visage. Bretta était une fille très bavarde, un livre ouvert pour ainsi dire. J'appris dans la volée que ses parents étaient morts au moment de sa naissance et que c'était sa grande sœur qui avait toujours pris soin d'elle. Elle m'a quitté il y a 5 ans pour rejoindre l'ordre paladin. Tu vois la tour dorée à l'horizon ? Elle est là-bas. Les écuries se trouvaient en extérieur des murs et elle me tira sans considération hors de l'enceinte. Les plaines verdoyantes de l'Oldarion m'offrirent une vue imprenable sur la région. Velenval s'étendait en contrebas, et je notai qu'en son centre se trouvait une petite chapelle à la gloire d'Ira. Un fleuve gigantesque fendait les plaines et serpentait entre les collines. Je le suivis des yeux, observant chaque bateau. Certains portaient les couleurs au risque, provoquant en moi une sorte de nostalgie. Plus loin vers l'est, le fleuve s'enfonçait dans le Greenland, gigantesque forêt séparant l'Oldarion du Rorstheim. Ma maison, au bord de la falaise, se trouvait dans cette direction. Gwyn se trouvait dans cette direction. « Tu viens ?» Interrompu dans mes pensées par la voix fluette de la jeune fille, je me décidai à pénétrer les écuries. L'odeur me sauta au visage, sans toutefois éveiller en moi le plus petit dégoût. L'air était riche, imprégné par la nature et la vie, mélange de parfums herbeux et animal, semblable à un souvenir très ancien. Je passai devant les stalles en observant chaque bête, mais une seule attira véritablement mon regard. Un étalon à la robe parfaitement noire. Chaque muscle, chaque membre qui le composait criait d'une vigueur nouvelle qui me laissait pantois, et une plaque osseuse lui ornait le front. « C'est Falion, la demi-licorne du légat. » Bretta s'était exprimée avec une voix pleine de fierté. « Une demi-licorne » questionnai-je. Les autres sont des chevaux tout bêtes, mais celui-ci est une demi-licorne, la race de cheval la plus rapide et la plus intelligente de Durne. Falion possède du sang de licorne.
c'est mon oncle qui me l'a dit. » Tout en observant l'animal, je me sentis observé en retour. C'était la première fois que je m'attardais sur un cheval. Avant cela, je ne savais pas quoi penser de ces créatures. La manière dont les hommes les avaient asservis m'avait conduit à penser qu'il devait être stupide, mais je pressentais en lui une intelligence tout à fait hors du commun. Bretta me retint des heures durant afin de me parler de son quotidien. La petite se sentait probablement seule et avait sans doute imaginé que c'était le cas pour moi aussi. J'aurais tout simplement pu ignorer Bretta et retourner à mes fourmis, mais quelque chose en elle m'attira. Cette fille brillait d'une manière qui m'était tout à fait incompréhensible. C'est grâce à elle, et plus particulièrement à son contact, que je compris la noirceur et l'inconsistance de mon âme. Une partie de ma jeunesse s'écoula ainsi. Telkis Valrod l'appelait l'âge tendre. La rudesse des événements, et plus particulièrement celle des adultes, venait se heurter à ma chair, l'endurcissant et la débarrassant du superflu, ne laissant que l'essentiel. On dit d'un homme qu'il doit pouvoir se débarrasser de ses bagages les moins utiles afin de pouvoir prendre la route. Et ce cher Telkis appelait cela l'abandon. Mon enfance aux aspects dépouillés m'avait préparé au long voyage qu'allait former mon existence. J'allais vivre pour cet abandon. Si ce contenu vous a plu et que vous envisagez de me soutenir dans cette aventure unique, ma page Patreon vous est ouverte. Et parce que je crois au principe d'équivalence et que je ne peux recevoir quelque chose sans donner en contrepartie, chaque abonné à mon Patreon aura accès à un épisode de plus par semaine. Merci de votre écoute et puissent les dieux veiller sur vous.